On dit que mon métier m'est ingrat. Ma mère me considère comme une simple petite couturière. Elle et ma précieuse petite sœur Chloé pensent qu'elles peuvent me forcer à travailler gratuitement, siphonnant mon labeur pour leurs rêves vaniteux sous les projecteurs. Elles veulent peindre la robe de soirée la plus magnifique pour que Chloé brille à l'élection de Miss Région. Très bien, je vais la faire briller. Chloé est sur le point de livrer une performance où elle se dévoilera littéralement d'une manière que l'histoire de la télévision n'oubliera jamais. La clochette au-dessus de la porte de mon atelier tinta à 14 heures précises. Je n'eus pas besoin de lever les yeux de la mousseline de soie que je finissais à la main pour savoir qui c'était. Le nuage opprimant de Chanel NDG5, le genre qui hurle « j'en fais trop », annonça l'arrivée de ma mère avant même que ses talons ne claquent sur mon parquet usé. « Juliette, chérie », la voix de Valérie dégoulinait de ce ton mielleux particulier qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose. « Nous sommes là. » Je posai mon aiguille, sécurisant soigneusement le tissu délicat, et levai les yeux. Elles étaient là. Ma mère, Valérie Mercier, dans son blazer blanc impeccable et son jean de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Et ma sœur Chloé, 23 ans, éblouissante, de cette manière naturelle qui vient quand on vous a répété toute votre vie que vous êtes belle. Chloé portait une tenue de sport comme si c'était de la haute couture. Ses cheveux blond miel tombant en ondulations parfaites qu'elle n'avait certainement pas obtenues grâce à de bons soins, mais grâce à de bons gènes et des salons hors de prix. Elles inspectèrent mon minuscule atelier avec un dédain à peine dissimulé. Je vis le nez de Chloé se plisser légèrement en observant l'espace exigu. Des rouleaux de tissu appuyés contre chaque mur disponible. Ma vieille machine à coudre qui sifflait mais fonctionnait encore. Les mannequins qui avaient connu des décennies meilleures. Et l'unique fenêtre qui laissait entrer juste assez de lumière naturelle pour donner à l'espace un air plus miteux que bohème chic. « Comment vas-tu, ma puce ?» demanda maman, bien que ses yeux scannaient déjà ma table de travail, cherchant clairement un endroit libre pour poser ce qu'elle avait apporté. « Occupée », répondis-je, désignant les 3 robes à divers stades de finition suspendues près de mon espace de travail. J'ai la robe de gala de la fille de Madame Dubois pour vendredi, une retouche pour une demoiselle d'honneur prévue pour le week-end. Et « C'est merveilleux que tu sois occupée », m'interrompit maman avec fluidité, glissant un magazine de mode ouvert sur le seul coin libre de ma table. Son doigt manucuré de rouge cramoisi, tout juste sorti du salon, sans aucun doute, pointa directement la couverture. « Mais regarde ça, chérie. Regarde la sophistication de cette pièce. » Je me penchai en avant malgré moi. La robe en couverture était à couper le souffle. Un chef-d'œuvre de Valentino, vert émeraude avec des broderies de perles complexes, qui avait probablement demandé à une équipe d'artisans des centaines d'heures de travail. Le corsage était une perfection structurée et la jupe coulait comme de l'eau figée en pleine cascade. C'était le genre de robe qui honorait les tapis rouges et les expositions de musées. C'est exactement le niveau que Chloé mérite, continua maman, sa voix prenant cette inflexion familière et dominatrice qui me nouait toujours l'estomac. Je ne veux pas que tu la copies exactement, ce serait vulgaire. Je veux juste que la robe de Chloé soit aussi grandiose et magnifique que celle-ci, si ce n'est plus. Vert émeraude, bien sûr pour l'élection de Miss Région le mois prochain. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses attentes s'installer sur moi comme une lourde couverture. Et tu vas te donner à fond pour la réaliser pour elle, comme cadeau pour son entrée dans la compétition, d'accord? Ta sœur doit être la plus exceptionnelle là-bas. Un cadeau, bien sûr que ce serait un cadeau. Pas une commande, pas un projet payé, un cadeau. Comme si mon temps, mon savoir-faire et mes matériaux n'étaient que des faveurs familiales à dispenser à volonté. Maman, commençai-je, mais Chloé me coupa avec un soupir dramatique. Oh, allez, Juliette. Elle se percha sur le bord de ma table de travail, juste à côté de la soie délicate de Madame Dubois, me faisant grimacer. Tu ne penses pas sérieusement à dire non. J'ai 3 clientes qui paient, dis-je prudemment, essayant de garder une voix égale, des gens qui ont déjà versé des acomptes et qui comptent sur moi. En quoi ces chiffons que tu coudes pour des clients ordinaires sont-ils plus importants que mon avenir? Les lèvres parfaitement glossées de Chloé formèrent cette jolie moue boudeuse qui lui avait probablement valu une 12aine de couronnes de Miss.
Tu devrais te sentir honorée de créer une robe sur mesure pour la future Miss France. Je te ferai de la pub quand j'y serai. Pense à la visibilité. Le mot « chiffon » me frappa comme une gifle. Je sentis quelque chose se fissurer dans ma poitrine, une fracture capillaire dans ce qu'il restait de ma tolérance. Mais pire que le dédain de Chloé, c'était la façon dont cette phrase spécifique, arrogante et cruelle, me tirait en arrière dans le temps comme si j'étais prise dans une baïne. Soudain, je n'avais plus 30 ans dans mon atelier étriqué à Paris. J'en avais 18, debout devant une agence BNP Paribas, par une matinée d'août étouffante, tenant un relevé bancaire imprimé dans des mains qui ne cessaient de trembler. Solde du compte. 0 €. Le fonds d'études que ma grand-mère avait mis en place pour moi, 45 000 €, soigneusement économisé et investi au fil des ans, destiné spécifiquement à mon éducation, avait été complètement vidé, jusqu'au dernier centime. Disparu. J'avais été si excitée ce matin-là. J'avais déjà été acceptée à l'Institut français de la mode. J'avais passé des mois à préparer mon portfolio, travaillant à temps partiel dans un pressing pour mettre de l'argent de côté, rêvant de la vie que je construirais. Ma grand-mère m'avait fait promettre, avant de mourir, que j'utiliserais cet argent pour poursuivre ma passion. « Tu as un don, Juliette », m'avait-elle dit, ses mains ridées tenant les miennes. « Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Mais ma mère figurait comme co-titulaire sur le compte. Une formalité, avais-je pensé, une mesure de sécurité. Quand je l'avais confrontée, Valérie était dans la cuisine, buvant un thé glacé et feuilletant un catalogue de costumes de concours de beauté pour enfants. Chloé, 12 ans à l'époque, s'entraînait à défiler dans le salon, ses petits pieds dans des talons bas claquant sur le parquet. « Oh chérie, assieds-toi, assieds-toi » avait dit maman, la voix si calme, si raisonnable. « Je peux tout expliquer. Tu sais que ta sœur a une vraie chance pour le titre régional cette année. On avait besoin d'une nouvelle voiture. L'ancienne rendait l'âme. Et comment étais-je censée conduire Chloé à toutes ces compétitions? Et les frais d'inscription, le coaching, les tenues, ces choses s'additionnent. Mais c'était mon fonds pour l'école, avais-je chuchoté, les larmes ruisselant sur mon visage. Grand-mère a laissé ça pour moi, pour mes études. Et je suis ta mère. Je sais ce qui est le mieux pour cette famille. » Elle s'était penchée à travers la table, prenant ma main dans la sienne avec cette même touche tendre qui me faisait toujours douter de ma propre colère. « Juliette, ma puce, tu es si talentueuse. Tu n'as pas besoin d'une école de mode hors de prix pour le prouver. L'industrie du design est brutale. Sais-tu combien de gens obtiennent leur diplôme et ne travaillent jamais un seul jour dans leur domaine? Je te protège de gâcher des années de ta vie pour finir déçu. Mais je veux le faire. Écoute-moi. » Sa voix s'était faite douce, presque implorante. Chloé a quelque chose de spécial, une vraie qualité de star. Si on investit sur elle maintenant, si elle gagne le titre qu'elle est capable de gagner, l'avenir de toute notre famille change. Tu seras la sœur de Miss Région, peut-être même de Miss France un jour. Ça ne sonne pas mieux que de galérer dans un appartement parisien hors de prix, en concurrence avec des milliers d'autres stylistes? Elle avait serré ma main. « Tu es l'intelligente, Juliette. J'ai besoin que tu soutiennes ta sœur. C'est ce que fait la famille. On s'élève les uns les autres. Et vois-le comme ça. Quand Chloé réussira, nous réussirons toutes. Tu bénéficieras aussi de sa célébrité. » J'avais 18 ans. Je voulais si désespérément croire que ma mère m'aimait, qu'elle avait mes intérêts à cœur, que ce sacrifice en vaudrait la peine d'une manière ou d'une autre. Alors, j'avais ravalé mes rêves. Je m'étais inscrite à des cours du soir à la place, apprenant les bases tout en travaillant à temps plein. J'avais appris seule des techniques avancées grâce à des livres de bibliothèque et des tutoriels en ligne. J'avais bâti ma clientèle une robe de demoiselle d'honneur et une retouche à la fois, travaillant dans une chambre d'amis, puis dans un atelier partagé, et enfin pouvant à peine me permettre cette pièce exiguë et mal éclairée que j'appelais actuellement mon entreprise. Et Chloé, elle avait gagné son titre départemental cette année-là. Et l'année suivante, et celle d'après. Les trophées remplissaient les étagères chez maman comme un sanctuaire. Mais le titre régional lui avait toujours échappé. Elle avait fini 2e 2 fois, 3e 1 fois. Proche, mais jamais tout à fait là. Nous y voilà, 11 ans plus tard. J'avais 30 ans,
J'aurais dû être établie, j'aurais dû être stable. Au lieu de cela, je me noyais dans les dettes, en retard sur le loyer de mon atelier, et je regardais des créateurs plus jeunes et mieux connectés me dépasser parce que je n'avais jamais eu l'éducation ou le réseau que l'école m'aurait donné. Et ma mère et ma sœur se tenaient dans mon atelier, exigeant un autre cadeau, un autre sacrifice, un autre morceau de mon âme offert sur l'autel des ambitions de Chloé. Juliette? La voix de maman me ramena au présent. Elle me regardait avec inquiétude maintenant, la tête penchée de cette façon qui la faisait paraître si attentionnée. Ça va, ma chérie? Tu es toute pâle? Je réalisai que je fixais le magazine depuis trop longtemps. Mes mains se serrèrent en poing le long de mes flancs. Ma voix sortit rauque. Je m'éclaircis la gorge. Je n'ai vraiment pas le temps. Le concours est dans un mois, et une robe comme ça prendrait. Tu trouveras le temps. La voix de Chloé était devenue glaciale, son sourire de concours s'évanouissant. Elle se leva de la table de travail, croisant les bras. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tant d'histoires. Je suis ta sœur. C'est important pour moi. Mes clients payants sont importants aussi, dis-je faiblement, détestant à quel point je semblais sur la défensive. Ces gens peuvent attendre. Ou aller voir ailleurs. Chloé rejeta ses cheveux derrière son épaule. Si tu ne finis pas la robe pour moi, ne t'avise plus de prétendre être ma sœur. Les mots atterrirent comme des pierres. Je sentis mon souffle se bloquer. Chloé! La voix de maman contenait un doux reproche, mais il y avait quelque chose de calculé dans son expression. Elle se tourna vers moi et soudain ses yeux brillèrent de larmes retenues, une astuce qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Ne sois pas fâchée contre elle, Juliette. Elle est juste inquiète. Cette compétition signifie tout pour elle. Elle se prépare depuis des mois. Maman traversa le petit espace et prit mes 2 mains dans les siennes. Sa peau était douce, hydratée, chaude. Sa prise était tendre. « Tu finiras la robe à temps, n'expectais pas ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, intime, comme si nous partagions un secret. « Je t'ai choisie pour créer la robe pour elle parce que j'ai confiance en tes talents. Tu es si douée, ma chérie. Je sais que tu peux créer quelque chose de magnifique. » C'était là. Le regard, le ton. Cette combinaison particulière d'affection maternelle et d'attente qui me manipulait depuis plus d'une décennie. Ma mère ne m'avait jamais crié dessus, jamais insultée, jamais été ouvertement cruelle. Elle avait juste enveloppé ses exigences dans tellement d'amour et de douceur que refuser ressemblait à une trahison. Et malgré tout, malgré le fond d'études volé, malgré 11 ans à regarder mes rêves rétrécir, pendant que ceux de Chloé s'étendaient, malgré le fait de savoir avec une certitude absolue que c'était mal, je me sentis faiblir. Parce qu'au fond, dans un endroit que je détestais admettre, je voulais toujours son approbation. Je voulais toujours croire que, peut-être, cette fois, si je faisais juste cette dernière chose, elle me verrait vraiment, qu'elle m'apprécierait vraiment, qu'elle m'aimerait vraiment comme elle aimait si manifestement Chloé. J'avalais difficilement. Je dois finir les commandes pour mes clients actuels d'abord. Bien sûr, le visage de maman s'illumina comme si je venais de lui offrir la lune. C'est ma fille responsable, ça. De combien de temps as-tu besoin? 2 jours, m'entendis-je dire. Revenez dans 2 jours. Je prendrai les mesures de Chloé à ce moment-là. Et on pourra discuter des détails du design. Parfait. Le sourire de Chloé revint, éclatant et triomphant. Tu vois, je savais que tu assurerais. C'est toujours le cas. Elles partirent dans un nuage de parfums et de bavardages satisfaits, discutant déjà des plans coiffure et maquillage. La clochette tinta alors que la porte se refermait derrière elle, et soudain mon atelier sembla encore plus petit qu'avant, les murs se resserrant comme si j'étais enterrée vivante. Je m'effondrais dans ma chaise et fixais le magazine qu'elles avaient laissé. La robe Valentino me fixait en retour belle et impossible. Mon téléphone vibra. Un SMS de Madame Dubois. Juste pour vérifier. Tellement hâte de voir la robe vendredi. Je regardais la robe de bal à moitié finie suspendue près de ma machine, les retouches de demoiselle d'honneur attendant dans les housses. La robe de cocktail que j'avais promise à une cliente régulière pour la semaine prochaine. Et je décidais de finir chaque point dans les prochaines 48 heures. Je sacrifierais mon sommeil pour libérer mon emploi du temps, pour Chloé. Mais je refusais de laisser mes clients payants souffrir juste parce que ma famille passait en premier. Encore. Toujours.
2 jours semblèrent durer 2 minutes. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, finissant la robe de la fille de Madame Dubois à 3 heures du matin, survivant au café froid et à ce genre de détermination qui vient de la pure rancune. Les retouches des demoiselles d'honneur étaient faites. La robe de cocktail était ourlée. Chaque cliente payante avait sa commande prête ou presque terminée. Je me disais que c'était du professionnalisme. En réalité, c'était la dernière miette de dignité à laquelle je m'accrochais. Si je devais sacrifier mon temps et mon énergie gratuitement, au moins je ne laisserais pas tomber mes vrais clients dans le processus. Quand la clochette sonna à 14 heures précises le jeudi après-midi, j'étais prête, en quelque sorte. J'avais débarrassé ma table de travail principale, sorti mon maître ruban et même préparé une cafetière de café correcte, même si je doutais que ma mère et ma sœur y toucheraient. Juliette. Maman entra avec légèreté, portant une tenue de créateur différente, cette fois une blouse florale vaporeuse. Chloé suivit, collée à son téléphone, les pouces volant sur l'écran. « Salut, dis-je en désignant la table vide. Prête quand vous voulez. Chloé leva enfin les yeux de son téléphone, jetant un coup d'œil autour de l'atelier avec un dédain tout neuf. C'est tellement étroit ici, et ça sent le vieux tissu ou un truc du genre. Ça sent le travail, répondis-je platement. On commence les mesures? Oui, allons-y. Maman frappa dans ses mains. Chloé, chérie, mets-toi là. Juliette, tu dois prendre chaque mesure à la perfection. Cette robe doit aller comme si elle avait été peinte sur toi. Chloé se tenait comme un mannequin, vérifiant occasionnellement son téléphone quand elle pensait que je ne regardais pas. Maman tournait autour, offrant des commentaires allant de l'évidence à l'irritant. Assure-toi que la taille soit cintrée, vraiment serrée. Le décolleté devrait être plongeant, mais de bon goût, tu vois? Et le dos, oh, le dos doit être spectaculaire. Tout le monde se souvient d'un dos spectaculaire. Je notais tout dans mon carnet, le même carnet relié en cuir que j'utilisais depuis le lycée. Il était abîmé maintenant, rempli de croquis, de mesures et de notes de centaines de clients au fil des ans. Une habitude de documentation méticuleuse qui m'avait bien servi. Je dois aller chercher un autre carnet dans ma voiture, dis-je en posant mon stylo. J'ai laissé mon carnet de croquis là-bas ce matin. Je reviens dans une minute. Bien sûr, dit maman, sortant déjà des photos sur son téléphone pour les montrer à Chloé. On sera là. Je sortis par la porte et descendis l'escalier étroit vers la rue où je m'étais garée. Le soleil de l'après-midi était brillant, presque agressif. Je trouvais mon carnet coincé entre le siège passager et la console centrale, l'attrapais et remontais. La porte de l'atelier était légèrement entr'ouverte. Je l'avais laissée ainsi pour le courant d'air. En arrivant en haut des marches, j'entendis la voix de Chloé, claire comme du cristal et dégoulinant absolument de mépris. Je ne supporte pas ça. Son ton était capricieux, pleurnichard. Juste parce que tu as dépensé tout l'argent prévu pour ce concours en injection de Botox, maintenant je n'ai pas assez d'argent pour engager un créateur célèbre et je dois me terrer dans ce studio minuscule et pathétique. Je me figeai, une main sur le cadre de la porte. Ne t'inquiète pas, répondit la voix de maman, et quelque chose dans son ton me glaça le sang. C'était doux, si doux, mais avec un tranchant en dessous que je n'avais jamais entendu auparavant. On dirait que c'est une création d'un styliste français anonyme. Personne ne saura que ça a été cousu par cette ratée. Ratée. Le mot me frappa comme un coup physique. Je dois être belle pour les interviews, aussi, continua maman. Si tu es la reine de beauté, j'apparaîtrai dans le même cadre. Après tout, ces injections étaient un investissement pour nos deux avenirs. Chloé rit, un rire aigu et cruel. Tu imagines si les gens savaient que c'est Juliette qui l'a fait? Ce serait tellement embarrassant. Elle est si basique, si ordinaire. Eh bien, elle a son utilité, dit maman. Elle a toujours été désireuse de plaire. C'est pour ça que je l'ai élevée comme ça. Quelqu'un doit être l'abeille ouvrière pendant que tu es la reine, chérie. Je restais sur le seuil, le carnet serré dans ma main, et sentis quelque chose à l'intérieur de moi se briser complètement. Pas se fissurer. Voler en éclats, comme une vitre frappée par une pierre, se dispersant en 1000 morceaux irréparables. 11 ans. 11 ans à ravaler mon ressentiment, à me dire que la famille passait avant tout.
que ma mère m'aimait à sa façon, que mes sacrifices comptaient. 11 ans à croire que si j'essayais juste assez fort, donnais assez, travaillais assez, je gagnerais la même affection qu'elle déversait sur Chloé. Mais je ne l'avais jamais eue. Je n'avais même jamais été proche. J'étais utile. C'est tout ce que j'avais jamais été. Un outil, une ressource à exploiter, une ratée qui savait au moins coudre. Quelque chose changea en moi, quelque chose de fondamental et d'irréversible. C'était comme se réveiller d'un rêve, ou peut-être comme refaire surface après avoir été maintenu sous l'eau trop longtemps. La clarté, froide et tranchante comme une lame. Mon sacrifice n'était pas un devoir, c'était de la stupidité. Et j'avais fini d'être stupide. Je pris une respiration, redressai mes épaules et forçai mon visage à prendre une expression neutre. Puis je poussai la porte un peu plus grand, m'assurant qu'elle grince, et entrai les yeux rivés sur mon carnet comme si je l'avais lu tout ce temps. « Trouvé !» dis-je avec entrain. Désolée pour ça. Je suis tellement tête en l'air ces derniers temps. Chloé et maman s'écartèrent légèrement en sursautant, leurs expressions changeant avec une aisance rodée pour devenir naturelles et chaleureuses. Si je n'avais pas entendu ce que je venais d'entendre, j'aurais pu croire qu'elles discutaient de couleurs de vernis à ongles ou de quelque chose d'aussi anodin. « Pas de problème, chérie, » dit maman, son sourire parfait. « On parlait juste de combien on est excité de voir ce que tu vas créer. »« Absolument, » renchérit Chloé. « Je sais que tu vas me faire quelque chose d'incroyable. » Je souris en retour. J'avais l'impression que mon visage allait se fissurer sous l'effort. « Je ferai de mon mieux. » Nous passâmes encore 30 minutes à revoir la vision de Chloé pour la robe. Elle voulait du drame. Elle voulait du glamour. Elle voulait quelque chose qui ferait pleurer les juges. Elle me montra une douzaine de photos de référence, toutes de créateurs, dont les assistants gagnaient en un mois, plus que je n'avais gagné l'année passée. « Vert émeraude, définitivement, » dit-elle. Ça fait ressortir mes yeux. « Perlage sur le corsage, » ajouta maman. « Beaucoup de scintillements. Et la jupe doit bouger magnifiquement, genre fluide et romantique, mais aussi assez structuré pour bien rendre en photo. » Je notais tout, hochant la tête au bon moment, posant toutes les bonnes questions, jouant le rôle de la sœur dévouée, la couturière fiable, la bête de somme de la famille. Quand elles partirent en temps fin, Chloé me fit une bise en l'air, près de la joue. « T'es la meilleure, Juliette. Je ne sais pas que je ferais sans toi. » Maman me serra la main. « Ça va être merveilleux. Je le sais. » La porte se ferma, la clochette tinta. Et je restai au milieu de mon atelier, entouré de tissus et de fils et des fantômes de chaque rêve que j'avais différé, ne ressentant absolument rien. Puis je sortis mon téléphone. Mes doigts planèrent sur l'application de messages, mais écrire semblait trop passif pour la rage qui vibrait sous ma peau. J'avais besoin d'entendre une voix humaine. J'appelais Bastien en numérotation rapide. Bastien Moreau était mon meilleur ami depuis des années. Nous nous étions rencontrés via une communauté pour passionnés de textile et de mode, un collectif de geeks du tissu qui se souciait plus de la composition des fibres que des tendances actuelles. J'avais posté une question complexe sur l'intégrité structurelle de la soie coupée en biais et Bastien avait été le seul à répondre avec une analyse d'ingénierie détaillée plutôt qu'une supposition. Nous avions décidé de nous rencontrer pour un café afin de continuer le débat, étions restés jusqu'à la fermeture à nous disputer sur les motifs de tissage et étions inséparables depuis. La plupart des gens pensaient que nous sortions ensemble. Nous n'avions jamais été rien d'autre que des amis, mais nous avions ce genre rare d'amitié qui ressemble à la famille, celle qu'on choisit, pas celle qu'on subit. Bastien était brillant, véritablement, objectivement brillant. Il travaillait pour une grande entreprise de vêtements de sport maintenant, faisant de la recherche et développement sur les tissus performants. Il avait essayé, plusieurs fois au fil des ans, de me faire postuler pour des postes dans son entreprise. « Tu vaux mieux que ça », disait-il, en désignant mon atelier exigu. « Tu devrais créer pour de vraies dress-marques, Juliette. Tu as le talent. » Mais j'avais toujours eu trop peur, trop convaincue que je n'étais pas assez bonne. Quelle idiote j'avais été. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Juliette, tout va bien? »« Non, dis-je, la voix tremblante. Non, Bastien, ça ne va pas. » Et puis je lui ai tout dit. Tout. J'arpentais la longueur de mon minuscule atelier, serrant le téléphone comme une bouée de sauvetage et déballais tout. L'exigence de la robe, le stratagème du créateur français anonyme et la conversation que j'avais surprise dans l'escalier.
Quand j'arrivai à la partie où ma mère me traitait de raté, ma voix se brisa. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Bastien traversa le combiné, basse et dangereuse. Ce commentaire sur la ratée. « Juliette, tu sais que c'est des conneries, hein? Tu es l'une des créatrices les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées. » « Ça n'a pas d'importance, » dis-je en essuyant une larme de ma joue du revers de la main. « Ce qui compte, c'est que j'ai été une idiote pendant 11 ans. Et c'est fini. » « Fini comment? » J'arrêtais de faire les 100 pas et regardais le mannequin debout dans le coin. Je vais faire la robe. Je vais la faire parfaite et je vais m'assurer que ma sœur n'oublie jamais la faveur que je lui ai faite. Je veux créer quelque chose de si beau que quand tout s'effondrera, personne ne pourra dire que je n'ai pas donné mon maximum absolu. « S'effondrera ?» répéta Bastien lentement. « Littéralement, idéalement. » Je pouvais pratiquement entendre son cerveau d'ingénieur changer de vitesse, le clic et le vrombissement du calcul remplaçant sa colère. Après un moment, il parla de nouveau, le ton vif avec une nouvelle idée. « J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider, dit-il. Qu'est-ce que c'est que c'était? Mieux vaut que je te montre. J'ai besoin d'1 semaine. 1 semaine? Fais-moi confiance, Juliette. Ça vaudra l'attente. On se voit samedi prochain? L'endroit habituel? J'y serai, dis-je. Le samedi matin suivant arriva gris et bruineux. Je retrouvai Bastien à notre café préféré, un petit endroit appelé le Café des artistes, qui servait un café vraiment bon et faisait les meilleurs scones aux myrtilles de la région. Il était déjà là quand j'arrivai, assis à notre table d'angle habituelle, avec 2 grands cafés et un scone qu'il avait coupé en 2. Bastien avait ce genre de beauté qui vous surprend. Pas tape à l'œil comme les types avec qui sortait Chloé, mais solide et réel, avec des yeux bruns chaleureux et le genre de présence stable qui vous fait sentir en sécurité. « Tu as une mine affreuse, » dit-il en guise de salutation, poussant un café vers moi. « Merci, tu es un vrai charmeur. » Je pris une longue gorgée de café chaud, laissant la caféine calmer mes nerfs. « Alors, tu l'as? » Bastien fouilla dans son sac et posa un petit paquet enveloppé dans du papier craft sur la table entre nous. Il le déballa pour révéler une petite bobine de fil conservée dans un contenant hermétique. Pour un œil non averti, ça ressemblait à du polyester standard, le genre qu'on pouvait attraper chez Mondial Tissus pour 3 €. Mais je connaissais Bastien mieux que ça. « Ceci, dit-il, la voix basse et intense, est du fil soluble à haute sensibilité. Ce n'est pas expérimental, et ce n'est pas de la magie, dit-il en tapotant la bobine avec son index. C'est juste incroyablement obscur. C'est un type spécifique de fil de bâti industriel disparaissant. Je me penchai en avant, étudiant la bobine à l'apparence innocente. Soluble, comme qui se dissout dans l'eau. Le sourire de Bastien s'élargit, vif et complice. C'est là toute la beauté de la chose. Il a juste besoin d'un microclimat de forte chaleur et d'humidité pour déstabiliser la chaîne polymère. Comme, disons, l'environnement créé entre un corset serré et un corps nerveux et transpirant sous 4000 watts d'éclairage de scène. Je fixais la bobine, mon esprit s'emballant alors que la chimie s'emboîtait. Il dit « ça ne cassera pas immédiatement. Ça a besoin de temps pour ramollir. Dans des conditions de scène, avec la chaleur piégée contre sa peau, j'estimerais que la dégradation commencerait en 1 minute ou 2. Défaillance structurelle complète en 3 à 5 minutes, selon la charge de stress. Et c'est sûr, ça ne blessera pas sa peau. C'est essentiellement juste un plastique spécialisé, complètement non toxique. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça devienne un peu gommeux avant de rendre l'âme. » Il poussa la bobine vers moi sur la table en bois rayé. « C'est un produit légitime, Juliette, juste, appliqué de manière créative. » La question est, es-tu sûre de vouloir faire ça? Je pris la bobine, sentant son poids dans ma paume. Elle avait l'air si innocente, si ordinaire, juste un outil du métier détourné pour la justice. Mais alors que j'étais assise là, je me souvins de la voix de ma mère. Cette ratée. Je me souvins du rire de Chloé. Je me souvins de 11 ans de rêves sacrifiés et d'avenirs volés. « Je suis sûre, dis-je. » Bastien hocha lentement la tête, un air de sombre satisfaction sur le visage. « Alors faisons briller ta sœur. » La première nuit après que Bastien m'eut remis cette bobine de fil soluble à haute sensibilité, je ne dormis pas. Je m'assis à ma table à dessin sous la lumière fluorescente crue, croquant et recroquant, jusqu'à ce que ma main crampe et que ma vue se brouille.
Cette robe ne serait pas juste belle, elle serait mon magnum opus, au sens propre comme au figuré. Chaque ligne que je traçais était délibérée, chaque placement de perles calculé. Chaque couture, un point potentiel de défaillance catastrophique. Je perdis la notion du temps. Les jours se fondirent dans les nuits. Je survivais au café noir et à ce genre d'énergie maniaque qui vient quand on a enfin un plan. Mon petit atelier devint une salle de guerre. Des échantillons de tissus et des bobines de fils éparpillés sur chaque surface comme des munitions. Bien sûr, Valérie ne pouvait pas me laisser tranquille. Elle commença à débarquer à l'improviste, parfois 2 fois par jour, toujours avec ce sourire mielleux plaqué sur le visage. « Je viens juste voir comment va ma fille talentueuse. » Roucoula-t-elle, avant de se lancer immédiatement dans des critiques déguisées en suggestions. « Tu ne penses pas que ça a besoin de plus d'éclat, Juliette? Chloé a besoin de briller plus que tout le monde. La traîne a l'air un peu ordinaire. Peux-tu la rendre plus grandiose, plus dramatique? Chaque visite, chaque exigence, chaque insulte à peine voilée, tout cela nourrissait le feu qui brûlait dans ma poitrine. Ce que Valérie ne réalisait pas, c'est qu'elle accélérait le processus de la chute de sa propre fille. Chaque amélioration qu'elle demandait signifiait plus de poids, plus de points de tension, plus d'opportunités pour le fil soluble de faire son œuvre. Je souriais à travers tout ça. Un sourire calme, serein, qui aurait dû la déstabiliser, bien qu'elle fût trop égocentrique pour le remarquer. « Bien sûr, maman, tout ce dont Chloé a besoin. Tu as raison, plus de cristaux serait stupéfiant. Je redessinerai la traîne ce soir. » Je n'étais plus la fille anxieuse et désireuse de plaire qu'elle avait manipulée pendant des années. J'étais une chasseuse tendant un piège, et ma proie marchait droit dedans. Après une semaine de révision constante, nous finalisâmes le dernier croquis. Je le tins à la lumière, feignant de l'admirer avec une fierté maternelle, tout en cataloguant intérieurement chaque détail coûteux que j'avais délibérément incorporé. Corsage perlé à la main, dentelle française importée. Cristaux Swarovski tombant en cascade sur la jupe. Une traîne de 2 mètres avec des fleurs brodées à la main qui nécessiterait des centaines d'heures de travail. C'était obscènement extravagant. Ça allait coûter une fortune. Parfait. C'est magnifique, souffla Valérie, les larmes aux yeux pour de vrai. Chloé va ressembler à une princesse. Elle ne mérite rien de moins, dis-je, et je pensais chaque mot, juste pas de la façon dont ma mère le pensait. Pour vendre l'illusion complètement, je fis quelque chose qui aurait dû être impensable. Je retirai l'intégralité de mon compte épargne. Chaque centime que j'avais gratté, chaque euro que j'avais mis de côté pour payer le loyer de l'atelier du mois prochain, disparut. Je marchais dans le magasin de tissus le plus cher de Paris et achetais les pierres importées les plus fines, la dentelle importée la plus délicate, la plus haute qualité de tout. Quand je montrai les reçus à Valérie, ses yeux s'écarquillèrent. « Juliette, c'est trop. Tu n'étais pas obligée. » « Je le voulais, l'interrompis-je, soutenant son regard fermement. « C'est ma sœur. Je mise tout sur Chloé. » Les mots avaient un goût de cendre, mais ils eurent et mat l'effet désiré. La suspicion de Valérie fondit en approbation. Elle me serra même dans ses bras, une rare occurrence qui me donna la chair de poule. « Tu es une bonne fille, Juliette, une bonne sœur. » Je rendis l'étreinte, pensant à mon fonds d'études volé. 11 ans. 11 ans à être la bonne fille, pendant qu'elle prenait. Plus maintenant. De retour dans mon atelier, j'étalais tous les matériaux comme un chirurgien se préparant pour une opération complexe. La soie vert émeraude luisait sous mes lumières de travail. Les cristaux attrapaient la lumière et projetaient des fractales arc-en-ciel sur mes murs. Tout était exquis. Tout était cher, tout allait se défaire. Je me mis au travail, mes mains bougeaient avec l'assurance de 15 années d'expérience. Je cousais depuis mes 15 ans, j'avais étudié le design de mode de manière obsessionnelle, même sans éducation formelle. Chaque technique que j'avais apprise seule, chaque compétence que j'avais affinée dans ce petit atelier exigu, tout se rassemblait maintenant. Le corsage prit forme en premier. Je le construisis avec une précision architecturale, créant une fondation structurée qui supporterait des centaines de cristaux. Mais c'est là que mes connaissances spécialisées entrèrent en jeu. Au point de tension critique, les coutures d'épaule, les panneaux latéraux, les endroits où le poids et le mouvement créeraient une tension maximale, j'alternais entre le fil normal et le fil soluble spécial de Bastien.
pas de manière évidente. Rien qui n'apparaîtrait lors d'une inspection occasionnelle ou même d'un essayage minutieux. Le fil soluble était presque identique en apparence au fil polyester standard. Mais il avait une différence cruciale. Il était conçu pour se décomposer lorsqu'il était exposé à une chaleur et une humidité soutenues. Chaleur corporelle humaine, sueur, lumière de scène, et puis, au pire moment possible, tout lâcherait. Je travaillais 18 heures par jour. Mes doigts me faisaient mal, mes yeux brûlaient. Je survécus grâce aux plats à emporter et au café. La jupe vint ensuite, des couches de soie émeraude qui transitionnaient vers un effet ombré blanc-bleu à couper le souffle. Je brodais à la main des fleurs délicates qui semblaient flotter sur le tissu. Chaque pointe était parfait, et tissé partout, invisible et mortel, se trouvait le cadeau de Bastien. Un mois plus tard, je reculais de ma table de travail et fixais ce que j'avais créé. C'était époustouflant. La robe vert émeraude scintillait comme des pierres précieuses. Le corsage était un chef-d'œuvre de perlage, chaque cristal positionné pour attraper la lumière sous tous les angles. La jupe coulait comme de l'eau, l'effet ombré créant une qualité éthérée, presque magique. La traîne était une œuvre d'art, 2 mètres de dentelle brodée à la main qui semblait luire. J'avais versé chaque once de mon talent dans cette robe. C'était, sans exagération, la plus belle chose que j'ai jamais faite. C'était aussi une bombe à retardement. J'appelais Valérie. « C'est prêt. » Elles arrivèrent dans l'heure. Au moment où Chloé vit la robe suspendue sur mon mannequin, elle eut le souffle coupé. « Juliette. »« Oh mon Dieu, Juliette, c'est incroyable. » Pendant un moment, juste un bref instant traître, je ressentis une lueur de fierté. Pas pour Chloé, mais pour mon propre travail. J'avais créé quelque chose d'extraordinaire. Puis Chloé l'essaya, et cette lueur mourut. Elle se pavana devant mon miroir en pied, se tournant de ci de là, complètement absorbée par son propre reflet. Pas une seule fois, elle ne me remercia. Pas une seule fois, elle ne reconnut le mois de nuit blanche, le compte épargne vidé, le talent requis pour créer quelque chose d'aussi complexe. « C'est parfait, » déclara Valérie, les yeux embués. « Tu t'es surpassée, Juliette, et j'ai besoin de toi en coulisses le soir de l'élection pour aider Chloé à enfiler la robe. C'est tellement complexe, et on ne peut faire confiance à personne d'autre avec ça. » Même si ma mère ne l'avait pas demandé, j'aurais trouvé une excuse pour servir d'habilleuse à Chloé ce jour-là. C'était le moment critique. J'avais besoin d'être celle qui l'habillait, pour m'assurer que chaque couture reposait exactement comme prévu, que rien n'était dérangé ou détecté avant qu'elle ne marche sur cette scène. Je croisai son regard et souris. « Bien sûr, maman, je ne raterai ça pour rien au monde. » Après leur départ, je m'affalais sur ma chaise et fixais mon compte en banque vide sur l'écran de mon téléphone. J'étais fauchée, complètement, totalement fauchée. Le loyer était dû dans 2 semaines et je n'avais rien. Mon téléphone vibra. Un texto de Bastien. « Comment avance le chef-d'œuvre? »« C'est fait, » tapai-je en réponse. « Tout change. » C'est ma fille, ça. Le loup est prêt à chasser. Je regardais la robe. Dans la lumière tamisée de mon atelier, la soie émeraude semblait pulser d'une vie malveillante. Oui, le loup était prêt. Et l'agneau n'avait aucune idée de ce qui arrivait. La nuit de l'élection de Miss Région arriva comme une date d'exécution que je comptais à rebours depuis des semaines. Les coulisses étaient un chaos contrôlé, un labyrinthe chaud et sans air fait de brouillard de lac, de candidates à moitié habillées et de régisseurs aboyant des ordres. La climatisation luttait contre la chaleur combinée des corps, les lumières de la scène qui filtraient depuis la salle principale et assez d'équipements électriques pour alimenter une petite ville. Quelques minutes après mon arrivée, je transpirais déjà à travers mon t-shirt noir. Conditions parfaites. Je trouvais Chloé dans la zone d'habillage désignée, entourée de sa cour comme une reine. Ses cheveux étaient déjà coiffés en un chignon élaboré, son maquillage impeccable. Quand elle me vit porter la housse à vêtements, ses yeux s'illuminèrent de ce genre de fin que j'avais vu 1000 fois, le regard de quelqu'un qui croit que les belles choses lui sont simplement dues. « Enfin, » dit-elle, sans même me saluer. J'attendais, toutes les autres sont prêtes depuis 20 minutes. Je ravalai une douzaine de réponses et ouvris simplement la housse avec une lenteur cérémonielle. La robe émeraude émergea comme un serpent se déroulant, et même sous l'éclairage fluorescent cru des coulisses. Elle était stupéfiante.
Plusieurs candidates à proximité s'arrêtèrent littéralement au milieu de leur conversation pour regarder. « Oh mon Dieu !» chuchota l'une d'elles. « C'est incroyable !» Le sourire de Chloé s'alluma. Je l'aidai à entrer dans la robe, mes mains stables malgré mon cœur qui battait la chamade. Le corsage se mit en place. Je commençai le processus complexe d'attacher les crochets cachés et de lasser la structure interne du corset. Mes doigts effleurèrent les coutures des épaules où le fil soluble était caché, invisible parmi les pointes normaux. « Attention !» murmurai-je, jouant mon rôle. « La robe est perlée très minutieusement et la structure du corset à l'intérieur est très serrée. S'il te plaît, sois douce avec. » Chloé croisa mon regard dans le miroir et pendant un instant, je vis quelque chose de laide traverser son visage parfait. Elle se pencha tout près, ses lèvres touchant presque mon oreille, sa voix tombant à un murmure destiné à moi seule. « Je suis née pour le spectacle. La scène est ma maison. N'agis pas comme si tu savais quoi que ce soit. » Pourquoi une couturière sans nom voudrait-elle apprendre à Chloé comment briller? Les mots étaient teintes conçus pour blesser, et ils le firent peinte, mais pas de la manière qu'elle prévoyait. Ils ne me blessèrent pas, ils cristallisèrent ma résolution en quelque chose de dur comme le diamant. Je reculai, l'expression neutre. Merde pour tout à l'heure, Surette. Avant que Chloé ne puisse répondre, Valérie apparut à son coude, les yeux vifs. Juliette, circule, trouve un endroit à l'écart pour attendre. Alors que je me tournais pour partir, j'aperçus ce qui avait causé l'urgence. 2 personnes avec des badges de presse se frayaient un chemin à travers la foule des coulisses, se dirigeant droit vers Chloé. L'un portait une caméra professionnelle, l'autre tenait un téléphone, en direct, à en juger par l'apparence. Bien sûr, la robe était trop spectaculaire pour ne pas attirer l'attention. Je me fondis dans l'ombre derrière un portant de costume, assez près pour regarder mais assez loin pour être oublié. Invisibilité classique, une compétence que j'avais perfectionnée pendant 30 ans. La journaliste, une femme blonde, dans un tailleur pantalon gris impeccable, se positionna devant Chloé avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait 1000 interviews de ce genre. Nous sommes ici avec la candidate numéro 17, Chloé Mercier, qui est absolument splendide dans cette robe incroyable. Chloé, pouvez-vous nous parler de votre robe? Elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu ce soir. Le sourire de concours de Chloé se mit en place. Brillant, chaleureux, totalement faux. Merci beaucoup. Oui, cette robe est très spéciale pour moi. C'est en fait un cadeau d'un créateur anonyme à Paris. Elle toucha le corsage perlé délicatement, avec révérence. Il a dit que seule ma beauté était digne de porter sa création. Ma mâchoire se serra si fort que j'entendis mes dents grincer. Un créateur parisien anonyme, les yeux de la journaliste pétillèrent d'intérêt. Quel mystère! Comment est-ce arrivé? Je ne peux pas partager tous les détails, dit Chloé avec un sourire complice. Mais disons juste que quand on est dévoué à son art et qu'on brille assez fort, les bonnes personnes le remarquent. Il a contacté mon équipe et a insisté pour créer quelque chose sur mesure pour ce soir. La journaliste buvait ses paroles. C'est absolument époustouflant. L'artisanat est extraordinaire. Rien que le perlage a dû prendre des centaines d'heures. C'est un véritable artiste, acquiesça Chloé, exécutant un tour lent pour montrer la robe dans toute sa gloire. La caméra captura chaque angle, chaque cristal scintillant. Je suis juste honorée d'être sa muse. Je regardais ma mère se tenir à côté de Chloé, rayonnante de fierté, hochant la tête à chaque mensonge. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis, prenant soin de garder l'écran sombre. Bastien, regardant le direct. Créateur français anonyme, ta sœur est vraiment douée pour raconter des contes de fées. La robe est au centre d'une discussion animée et des centaines de spectateurs connectés prédisent déjà qu'elle sera couronnée reine de beauté cette année, attendant avec impatience de voir la robe révélée sur scène dans quelques minutes. Je renvoyais un emoji qui rit. Il était probablement chez lui en ce moment, les pieds sur la table, une bière à la main, regardant le drame se dérouler en temps réel. Il avait joué un rôle crucial dans cette vengeance, et il le savait. Nous avions discuté du timing indéfiniment. Combien de temps le film mettrait à se décomposer dans des conditions optimales, ce que « optimal » signifiait même dans ce contexte, chaleur, sueur, mouvement, pression.
Toutes les choses qu'une candidate de concours nerveuse sous les lumières de la scène générerait en abondance. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 19h47. Le concours devait commencer à 20h, avec Chloé passant dans le groupe du milieu, probablement vers 20h30 ou 20h45. Les lumières de la scène auraient besoin de temps pour opérer leur magie. La température corporelle devrait monter. La sueur devrait saturer la doublure interne. Le moment approchait. Je trouvai un coin près de l'entrée de la scène qui était légèrement moins claustrophobe que la zone principale des coulisses, assez près d'une porte extérieure pour attraper des courants d'air frais occasionnels de la nuit. Même ici, même avec une meilleure ventilation, je sentais la chaleur oppressante. Ma chemise collait à mon dos, mes cheveux frisotaient dans l'humidité. Si j'avais chaud, Chloé, dans cette robe élaborée avec son corsage baleiné et ses multiples couches, devait être absolument en train de bouillir. Cette pensée me fit sourire. Je sortis mon téléphone et fis semblant de faire défiler les réseaux sociaux, mais en réalité, je regardais l'heure, regardant les régisseurs organiser les candidates dans l'ordre de passage. Regardant Chloé devenir de plus en plus rouge alors qu'elle se tenait sous les lumières des coulisses dans des dizaines de kilos de soie et de cristaux. À 20h20, un régisseur avec un porte-bloc et un casque s'approcha du groupe de Chloé. « Groupe du milieu, vous passez dans 15 minutes. Commencez à vous diriger vers l'entrée jardin. » La main de Chloé volta vers sa gorge. Même de mon coin éloigné, je pouvais voir l'anxiété dans sa posture. C'était le plus grand moment de sa carrière de Miss, la performance vers laquelle elle tendait depuis des années. Elle tendit la main vers une bouteille d'eau, mais Valérie intercepta sa main. « Non, tu vas abîmer ton rouge à lèvres, et on n'a pas le temps de le refaire. » Chloé hocha la tête, déglutissant difficilement. La robe scintillait sous les lumières, paraissant plus magnifique à chaque minute qui passait. Plusieurs candidates la fixaient ouvertement avec des expressions d'envie et de résignation. Elle savait qu'elle concourait contre quelque chose d'extraordinaire. Si seulement elle savait. À 20h32, les lumières dans la zone des coulisses baissèrent légèrement. De l'autre côté du rideau, j'entendis le grondement étouffé des applaudissements. Le groupe d'ouverture avait terminé. Dans la brève pause, avant que le groupe du milieu ne prenne la scène, j'entendis la voix du présentateur retentir dans la sono. « Mesdames et messieurs, préparez-vous à être éblouis par notre prochain groupe de candidates talentueuses. » Les régisseurs commencèrent à guider le groupe de Chloé vers l'entrée. Ma sœur prit sa position, épaules en arrière, sourire de concours fermement en place. Mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Ses mains tremblaient légèrement le long de ses flancs. Elle était nerveuse, désespérée de gagner. Une par une, les candidates marchèrent sur la scène pour leur présentation individuelle. La réaction de la foule était audible même à travers les lourds rideaux, des applaudissements appréciateurs, quelques sifflets, l'enthousiasme général d'un public de concours. Puis ce fut le tour de Chloé. Candidate numéro 17, Chloé Mercier. Elle traversa le rideau et la réaction de la foule fut immédiate et tonitruante. Même moi, je devais admettre qu'elle savait occuper une scène. Sa démarche était assurée, son sourire radieux, ses poses calculées pour montrer la robe sous tous les angles époustouflants. Les lumières de la scène la frappèrent, et la robe entière prit vie. La soie émeraude semblait briller de l'intérieur. Les cristaux créaient un spectacle lumineux, éblouissant à chaque mouvement, projetant des étincelles à travers la scène et dans le public. La jupe ombrée passait du vert au blanc puis au bleu comme une eau magique, et la traîne coulait derrière elle comme de l'écume. Elle était une vision, une star. La foule devint dingue. Je m'approchais du bord de l'entrée de scène où je pouvais voir à travers une fente dans le rideau. Chloé exécuta une série de tours, montrant ses courbes, laissant la robe opérer sa magie. Sous les projecteurs intenses, qui devaient dégager une chaleur sérieuse, elle commençait vraiment à transpirer. Je pouvais le voir même depuis les coulisses. La façon dont sa peau luisait, la façon dont elle touchait occasionnellement sa clavicule pour essuyer discrètement l'humidité. Le poids des centaines de cristaux attachés au corsage exerçait une pression constante sur les coutures. Chaque mouvement, chaque pose, chaque tour créait une tension, du stress, de la contrainte. Et au plus profond de ces coutures, invisible à tous les yeux sauf aux miens, le fil soluble commençait à se désintégrer.
minute par minute, fibre par fibre. Je vérifiai ma montre, 20h43. D'un moment à l'autre. Chloé prit une autre pause, cambrant le dos pour souligner la silhouette de la robe. La foule applaudit. Elle sourit plus largement, se nourrissant de leur énergie, se poussant à performer encore plus fort. Elle n'avait aucune idée qu'elle se tenait sur une fondation en train de s'effriter. Que son moment de triomphe était sur le point de devenir son pire cauchemar. Que son créateur parisien anonyme regardait depuis l'ombre, attendant que le chef-d'œuvre s'achève de lui-même. Je tenais mon téléphone lâchement dans ma main, prête à enregistrer. Le loup avait été patient. Maintenant, il était temps de regarder l'agneau tomber. La 2e minute sur scène arriva comme le destin honorant un rendez-vous. Je regardais depuis les coulisses, mon cœur martelant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Chloé exécuta son tour chorégraphié, celui qu'elle avait répété 100 fois dans le salon de notre mère, et le tissu émeraude attrapa la lumière comme du feu liquide. Le public explosa en applaudissements. Les projecteurs s'abattaient l'un sur elle, chaque lampe ajoutant un degré de chaleur supplémentaire à l'équation chimique que j'avais conçue. Puis je le vis, le léger décalage dans sa posture, la microseconde de confusion qui traversa son visage, la couture de l'épaule, celle que j'avais cousue entièrement avec le fil miracle de Bastien, céda avec une précision parfaite et silencieuse. Un côté du corsage glissa, exposant toute l'omoplate gauche de Chloé et la pente élégante de son dos. La soie émeraude drapait asymétriquement maintenant, ne tenant qu'à une épaule comme un chef-d'œuvre d'avant-garde. Le public eut le souffle coupé, puis explosa en applaudissements encore plus forts. Je pouvais entendre leurs murmures excités en coulisses. « Ça se transforme! » « Oh mon Dieu, c'est un design à révélation. » Ce créateur français est un génie. Je pressais ma main contre ma bouche pour m'empêcher de rire. Il pensait que c'était intentionnel. Il pensait que c'était de l'art. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'un de panique. Je pouvais le voir même depuis ma position dans l'ombre. Son sourire devint cassant, figé sur son visage comme un masque. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La musique jouait encore. Les caméras tournaient encore. Des milliers de personnes regardaient le direct. Elle devait continuer à bouger, continuer à sourire, continuer à prétendre que tout cela faisait partie du plan. Les acclamations devinrent plus fortes, plus enthousiastes. Les juges se penchaient en avant sur leurs sièges, griffonnant des notes. Sébastien Laurent, le PDG de la marque de mode de luxe sponsorisant tout le concours, était assis au premier rang avec une expression illisible sur son visage distingué. Chloé exécuta une pirouette finale, la traîne émeraude tourbillonnant autour de ses jambes comme des vagues de l'océan. Sa température corporelle avait augmenté. Sa sueur nerveuse avait saturé les coutures soigneusement affaiblies. Chaque point que j'avais placé avec une précision chirurgicale avait maintenant accompli sa mission chimique, et la souillure commençait à perler sur sa clavicule. Les lumières de la scène faisaient leur travail à merveille. Chaleur et humidité. Le catalyseur parfait. L'autre côté du corsage céda d'un coup. Toute la moitié supérieure de la robe, ce chef-d'œuvre que j'avais passé 1 mois à créer, cette œuvre d'art qui avait consumé mes économies et mon sommeil, glissa le long de son torse comme de la glace fondue. Elle s'accrocha à ses hanches, la traîne s'accumulant autour de ses pieds en un tas traître de soie émeraude. Le cri de Chloé coupa les applaudissements comme un couteau. Ses mains volèrent instinctivement vers le haut, un bras en travers de sa poitrine, l'autre agrippant désespérément le tissu qui tombait. Mais la robe était déjà partie, effondrée autour de ses chevilles en un tas magnifique et ruineux. Et là, révélée à toute la région, et à tous ceux qui regardaient le direct, se trouvait la vérité peu flatteuse sous la façade de reine de beauté. Une gaine beige chair, une lingerie sculptante de force industrielle qui compressait, lissait et maintenait tout en place. Le genre de sous-vêtement qui transforme un corps humain en mannequin, pratique et sans grâce est totalement, dévastatricement, pas glamour. Chloé essaya de remonter la robe, trébuchant en avant sur ses talons aiguilles. Son talon se prit dans le tas de soie. Elle tomba lourdement sur un genou, ses cheveux soigneusement coiffés tombant sur son visage, son expression maquillée à la perfection brisée en une panique brute. Le public resta assis dans un silence stupéfait pendant un moment cristallin. Puis le chaos éclata.
des techniciens se précipitèrent, pointés avec des couvertures. Le présentateur bégayait dans son micro, essayant de meubler le silence. La musique se coupa brusquement, ne laissant que le son des sanglots de Chloé et le cliquetis d'un millier d'appareils photo de téléphone. Quelqu'un dans le public commença à rire, un son nerveux et incrédule qui se propagea comme une traînée de poudre à travers la salle. Je regardais vers les premiers rangs et trouvais ma mère. Valérie était assise figée sur son siège, le visage de la couleur du vieux papier. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux. La femme qui avait passé 23 ans à préparer sa fille parfaite pour ce moment exact regardait l'humiliation de cette fille diffusée en direct. Je ne ressentis absolument rien. Non, ce n'est pas vrai. Je me sentis satisfaite, libre. Je me détournai de la scène et marchai calmement vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre le début de ce qui allait devenir la sensation virale de l'année. Je rentrais chez moi à travers des rues vides, l'adrénaline commençant enfin à s'estomper de mon système. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je l'avais fait. Après 11 ans à ravaler ma rage, après une vie à être invisible, après avoir regardé ma mère voler mon avenir et le remettre à ma sœur sur un plateau d'argent, je leur avais enfin fait payer. Cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. On frappa à la porte de mon atelier à 9 heures le lendemain matin. J'étais encore en pyjama, buvant du café et faisant défiler le carnage en ligne. Le désastre du concours était en tendance sur toutes les plateformes. Quelqu'un avait déjà créé un gif de la robe de Chloé tombant, mis sur une musique comique, et obtenu 3 millions de vues. Les commentaires étaient impitoyables. On frappa de nouveau, poliment, mais avec insistance. J'ouvris la porte et trouvai une femme dans un tailleur gris immaculé debout dans mon couloir. Elle avait peut-être 35 ans, avec des yeux vifs et un iPad serré dans ses mains parfaitement manucurées. « Juliette Mercier ?» demanda-t-elle. « Oui ?» « Je m'appelle Catherine Maury. Je suis l'assistante personnelle de Sébastien Laurent, PDG de la maison Laurent Luxe. Monsieur Laurent souhaiterait vous rencontrer ce matin si vous êtes disponible. » Ma tasse de café se figea à mi-chemin de ma bouche. « Pardon, quoi ?» L'expression de Catherine ne changea pas. Monsieur Laurent était le sponsor principal du concours d'hier soir. Il séjourne actuellement à l'hôtel Crillon. Il a demandé une réunion avec vous dès que possible. J'ai une voiture qui attend en bas. Je la fixais. Mon cerveau luttait pour traiter cette information. Sébastien Laurent, le Sébastien Laurent, légende de l'industrie de la mode, voulait me rencontrer. L'assistante maquillage et garde-robe listée en petits caractères dans le programme du concours. « Pourquoi ?» réussis-je à demander. Catherine sourit légèrement. « Je pense que M. Laurent préférerait expliquer cela lui-même. Dois-je lui dire que vous venez ?» 20 minutes plus tard, j'étais assise à l'arrière d'une berline noire, encore légèrement hébétée, me dirigeant vers l'hôtel le plus cher de la ville. La suite où ils me conduisirent était plus grande que tout mon appartement. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les toits de Paris. Sébastien Laurent se tenait près de ces fenêtres, tenant quelque chose dans ses mains. Quand j'entrai, il se tourna pour me faire face. Il était plus âgé qu'il n'en avait l'air sur les photos, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et le genre de présence élégante qui vient de décennies à commander le respect. Il portait un simple pull noir et un pantalon ajusté, mais c'était de la haute couture. Dans ses mains se trouvait ma robe, ou plutôt, ce qu'il en restait. La soie émeraude, maintenant soigneusement étalée et examinée, chaque couture exposée. « Mademoiselle Mercier, » dit-il, sa voix portant une légère autorité. « Merci d'être venue. » J'hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Sébastien tint la robe, l'étudiant avec la concentration d'un chirurgien examinant une radiographie. Ses doigts tracèrent les coutures détruites, les points faibles stratégiques, les endroits où j'avais délibérément utilisé le fil soluble. « En ignorant le malheureux incident d'hier soir, dit-il lentement, je dois vous dire que je trouve cette technique de construction absolument magistrale. Ce n'est pas le travail d'une amatrice. La façon dont le corsage est structuré, l'ingénierie de la traîne, la coordination du mouvement et du poids du tissu. Cela démontre un talent inné. » Il me regarda, ses yeux vifs et sachants. « Et la façon dont vous avez calculé les points de tension pour que le vêtement cède au moment exact de l'impact maximum pendant le tour final, sous les lumières chaudes, au pic de l'effort physique. C'est l'état d'esprit d'un architecte. »
Mademoiselle Mercier, pas simplement d'une couturière. Ma bouche devint sèche. Il savait exactement ce que j'avais fait. J'ai vu votre nom listé dans le programme du concours, continua Sébastien, assistante maquillage et garde-robe pour la candidate Chloé Mercier. Votre sœur, je présume, il n'attendit pas que je réponde. Le programme prétendait que la robe avait été créée par un créateur français anonyme. Une fiction, clairement. Aucun créateur français de réputation ne créerait quelque chose comme ça et resterait anonyme. Il posa la robe soigneusement sur une table proche et se tourna pour me faire face complètement. Dans cette industrie, mademoiselle Mercier, le talent seul est insuffisant. On doit aussi posséder une vision, de la détermination, et oui, une certaine cruauté calculée, la capacité de voir une opportunité et de la saisir sans hésitation. Le courage de prendre des risques. Ses lèvres s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vous avez ingénié un désastre dont on se souviendra pendant des années. Vous avez humilié votre concurrente sur une scène. Et vous l'avez fait avec une telle précision technique que cela pourrait presque être admiré. Je trouvais ma voix, enfin. Êtes-vous ici pour me menacer de poursuite judiciaire? Poursuite judiciaire? Sébastien rit, un son authentique d'amusement. Non, mademoiselle Mercier, je suis ici pour vous offrir un emploi. La pièce bascula légèrement. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Je veux que vous rejoigniez Laurent Luxe en tant qu'assistante de création senior. Salaire complet, avantages sociaux complets. Et nous couvrirons vos frais de scolarité dans n'importe quelle académie de mode où vous souhaitez aller. New York, Paris, Milan? Votre choix. Vous avez un talent brut qui a besoin de raffinement, mais la fondation est extraordinaire. Je m'assis lourdement dans le fauteuil le plus proche. J'ai détruit votre concours. Vous avez détruit une reine de beauté qui a menti sur le créateur de sa robe, corrigea Sébastien. Vous avez exposé la fraude et la prétention. Dans mon monde, mademoiselle Mercier, l'authenticité est tout. Votre sœur s'est attribué le mérite d'un travail qu'elle n'a pas fait et d'une expertise qu'elle ne possède pas. Ce genre de malhonnêteté est un poison pour l'industrie. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Vous, d'un autre côté, avez démontré une compétence authentique et le genre de pensée stratégique audacieuse que je valorise. Vous êtes une petite louve, mademoiselle Mercier, et je respecte ça. Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas penser. Ce n'était pas comme ça que la vengeance était censée fonctionner. J'étais censée détruire ma sœur et ensuite disparaître dans l'obscurité. Je n'étais pas censée être découverte. Récompensée. Réfléchissez-y, dit Sébastien, sortant une carte de visite de sa poche et la posant sur la table à côté de la robe ruinée. Mon offre tient 48 heures. Après cela, je supposerai que vous n'êtes pas intéressé. Il marcha vers la porte, puis marqua une pause. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Mercier, je comprends la trahison familiale. Je comprends que c'est que d'être négligé et sous-estimé. Ce que vous avez fait hier soir n'était pas gentil, mais c'était honnête. Et à la fin, l'honnêteté est ce qui survit. Puis il partit, me laissant seul avec mon chef-d'œuvre détruit et un avenir impossible soudainement à portée de main. La vidéo devint virale en 12 heures. Au moment où je quittais la suite d'hôtel de Sébastien Laurent, Accident de garde-robe de la Reine de beauté était en tendance sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Quelqu'un avait monté les images pour montrer la marche confiante de Chloé, la transformation de la robe et ensuite l'échec catastrophique. Le tout sur une musique de cirque. Elle avait été partagée 40 millions de fois. Les commentaires étaient sauvages. C'est ce qui arrive quand on simule tout pour la caméra. Cette gaine, par contre, je suis mort. Chloé essaya de se défendre sur Instagram, postant une vidéo larmoyante prétendant qu'elle avait été trompée par quelqu'un se faisant passer pour un créateur français et qu'elle était tout autant une victime que n'importe qui, mais Internet fut impitoyable. Chaque section de commentaires se remplissait de variations du même message. Arrête de mentir. Arrête juste. Imagine mentir sur le fait d'avoir un créateur français et ensuite ça arrive, le karma est invaincu. Les forums de Maman de Miss, où Valérie avait été une contributrice prolifique pendant des années, se retournèrent contre elle. D'autres mères qui l'avaient regardée se vanter du succès de Chloé et dénigrer les accomplissements des autres filles se sentirent soudainement vengées. Quelqu'un déterra de vieux posts où Valérie s'était moquée de candidates qui portaient des robes manifestement faites maison.
L'hypocrisie était délicieuse. Je m'assis dans mon atelier cet après-midi-là, faisant défiler le carnage avec mon café refroidissant à côté de moi. L'Instagram de Chloé avait été inondé de commentaires moqueurs. Quelqu'un avait créé un compte créateur français anonyme qui postait des mèmes sur l'incident. L'organisation du concours avait publié une déclaration soigneusement formulée, exprimant sa sympathie tout en se distanciant subtilement de la fausse représentation de son équipe de création par Chloé. Mon téléphone sonna. Le numéro de ma mère apparut sur l'écran. Je laissai aller ce répondeur. Il sonna encore, et encore, et encore. Finalement, je décrochai. « Quoi? » « Juliette. » La voix de Valérie était stridente, à peine contrôlée. « Qu'est-ce que tu as fait? »« J'ai fait une robe, dis-je calmement, exactement comme Chloé me l'a demandé. Ne joue pas à ça avec moi. Cette robe est partie en morceaux exprès. Tu as saboté ta propre sœur. »« Vraiment? » Je pris une gorgée de mon café. « C'est une accusation grave, maman. As-tu la moindre preuve? » Silence à l'autre bout du fil, parce que bien sûr, elle n'en avait pas. La robe avait disparu, confisquée par Sébastien Laurent. Toute enquête serait impossible. Et même si elle pouvait éprouver le sabotage, qu'allait-elle faire? Me poursuivre en justice? Exposer au monde que le créateur français anonyme était en fait la sœur couturière en galère de Chloé, qu'elles avaient traitée comme une ordure pendant des décennies? « Tu es un monstre, » chuchota Valérie. « Non, dis-je doucement. J'ai juste fini d'être votre victime. Ne m'appelle plus jamais. » Je raccrochai et bloquai leurs 2 numéros. Puis j'appelai Sébastien et dis que j'acceptais l'offre d'emploi. En une semaine, l'histoire complète commença à émerger. Un journaliste entreprenant avait fait un véritable travail d'enquête et découvert qu'aucun créateur français n'avait été impliqué dans la création de la robe de Chloé. Ils avaient retrouvé les papiers d'inscription du concours et trouvé mon nom listé comme assistante garde-robe. Ils avaient interviewé d'autres candidates qui confirmaient que j'avais travaillé en coulisses. Le récit passa de malheureux accident de garde-robe à reine de beauté prise dans un mensonge élaboré. Chloé se retira entièrement du circuit des concours. Son Instagram, autrefois plein de posts sponsorisés et de photos de beauté, devint sombre. Valérie arrêta totalement de poster sur les réseaux sociaux. Je ne ressentis rien d'autre que du soulagement. Le chèque de Laurent Luxe arriva le lundi, ma prime à la signature suffisante pour couvrir 3 mois de loyer et de frais de vie pendant ma transition vers mon nouveau rôle. Catherine Maury appela le lendemain avec des détails sur mon inscription à l'Institut français de la mode. Frais de scolarité complets couverts, une allocation pour les matériaux et fournitures, accès à des ateliers et masterclass avec des professionnels de l'industrie. « Monsieur Laurent n'investit pas dans les gens à la légère, » me dit Catherine. « Il voit quelque chose en vous. Ne gâchez pas cette opportunité. » Je n'avais aucune intention de gâcher quoi que ce soit à l'avenir. Bastien m'emmena boire des verres pour fêter ça quand je lui annonçai la nouvelle. Nous étions assis dans notre bar habituel, celui avec les sols collants et un jukebox qui ne jouait que de la variété française, et il leva sa bière pour un toast. « À la louve, dit-il en souriant, je savais que tu l'avais en toi. Je n'aurais pas pu le faire sans ta magie. Nous avions quelque chose qu'elle n'avait pas. La faim. Le désespoir, un besoin viscéral de prouver que je méritais d'être là. Mes compétences techniques s'améliorèrent rapidement sous l'instruction professionnelle. Sébastien passait occasionnellement au studio pour revoir mon travail, offrant des critiques qui étaient dures mais toujours justes. J'appris à faire confiance, à prendre des risques, à créer de la beauté sans armure. Mon portfolio grandit, de petites pièces au début. Accessoires, vêtements d'appoint pour la ligne secondaire de l'entreprise, puis de plus grands projets. Un manteau qui finit dans un éditorial de magazine, une robe qu'une célébrité mineure porta à une première de film. Chaque succès semblait surréaliste, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Je n'entendis plus jamais parler de Chloé ou Valérie. Je me demandais occasionnellement ce qu'elles faisaient, comment elles géraient leur chute spectaculaire. Mais la plupart du temps, je m'en fichais simplement. Elles avaient pris tellement de place dans ma tête pendant si longtemps, empoisonnant chaque pensée avec de l'amertume et de la rage. Maintenant, elles étaient juste insignifiantes, des fantômes d'un passé auquel j'avais enfin échappé. 1 an après le désastre du concours, Sébastien m'approcha avec une nouvelle proposition. « Je veux te donner un défilé, dit-il simplement. Pas la Fashion Week. Pas encore.
mais une vitrine plus petite, sur invitation seulement, présentant les créateurs émergents du programme de développement Laurent Lux. Tu auras le contrôle créatif sur 6 pièces. Une collection capsule représentant ta vision. Je dis oui avant qu'il n'ait fini d'expliquer les détails. La nuit du défilé arriva au début de l'automne. Le lieu était un espace d'entrepôt industriel qui avait été transformé avec un éclairage et une décoration minimale, laissant les vêtements être le centre d'attention. La liste des invités était petite mais influente. Rédacteurs de mode, acheteurs de boutiques, initiés de l'industrie qui pouvaient faire ou défaire des carrières émergentes. Je me tenais en coulisses, regardant mes mannequins s'aligner. 6 pièces, 6 interprétations différentes de la force et de la vulnérabilité. Rien de vert émeraude. J'avais délibérément évité cette couleur pour toujours. À la place, des bordeaux profonds et des bleus nuits. Des coupes architecturales adoucies par des éléments fluides. Des vêtements qui étaient à la fois armure et art. Mes mains tremblaient légèrement alors que je vérifiais les derniers détails. Une couture ici, un ourlet là. Tout était parfait. Tout était honnête. Les lumières baissèrent dans l'espace principal. La musique commença. Quelque chose d'instrumental et moderne que j'avais passé des semaines à sélectionner. Le premier mannequin marcha. Je regardais depuis les coulisses alors que ma collection avançait sur le podium. Chaque pièce représentait quelque chose que j'avais appris cette année. Compétences techniques, courage artistique, la confiance de faire confiance à mon instinct. Le public regardait dans un silence attentif et je ne pouvais pas dire si c'était bon ou terrifiant. Le dernier mannequin marcha. La musique s'estompa. Les applaudissements remplirent l'espace. Des applaudissements sincères, enthousiastes. Catherine apparut à mon coude. « Tu es censée aller saluer », chuchota-t-elle. C'est vrai. J'avais oublié cette partie. Je sortis sur le podium sur des jambes tremblantes, mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Les lumières que c'était m'aveuglantes. Je ne pouvais pas voir les visages, juste des formes et des ombres et le flash occasionnel d'un appareil photo de téléphone. Puis mes yeux s'habituèrent et je trouvais le premier rang. Sébastien était assis là, avec son expression composée habituelle. Mais ses yeux étaient chaleureux alors qu'il applaudissait. À côté de lui, Bastien levait le poing en l'air comme si nous étions à un match de foot au lieu d'un défilé de mode. Plusieurs rédacteurs prenaient des notes. Une femme que je reconnus d'un blog de mode majeur tapait déjà sur son téléphone. Je pris une profonde inspiration, regardant la salle pleine d'étrangers venus voir mon travail. Pas le travail de ma sœur, pas le travail d'un créateur français anonyme. Le mien, c'était ma place. Ces gens, ce travail, ce moment, c'était chez moi.